Le journal de l'Afrique, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le dernier rendez-vous de François Hollande avec le continent. Le président français est attendu demain au Mali, ouverture du sommet Afrique-France où nous attend Jean-Karim Fall. Pas de troisième mandat pour Jacob Zuma, le président sud-africain l'a confirmé, mais il entend bien peser. Il a indirectement adoubé son ancienne femme pour prendre la tête de l'ANC. Et puis le Gabon, à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations, la situation politique va peser sur l'événement. Les syndicats appellent au boycott de la compétition. Bamako, donc sous très haute protection, dans quelques heures démarre un sommet important, Afrique-France, le thème paix et émergence. Et en attendant l'arrivée des 30 chefs d'État, et notamment de François Hollande, eh bien la société civile donne de la voix. Plusieurs ONG et militants se sont retrouvés ce jeudi. Bonjour Jean-Karim Fall, vous couvrez l'événement pour France 24. C'est un peu un contre-pouvoir citoyen qui s'est réuni et qui s'organise. Oui, tout à fait, vous avez raison. On peut dire qu'aujourd'hui, la société civile et une centaine d'ONG ont en effet tenu le haut du pavé ici à Bamako, dans une petite salle du centre-ville. Alors toutes ces ONG qui étaient réunies dans une ambiance bon enfant ont adopté une déclaration de Bamako, déclaration dans laquelle ces ONG condamnent pêle-mêle les politiques agricoles en cours en ce moment dans plusieurs pays et notamment l'accaparement des terres. Ces ONG réclament également plus de transparence dans le domaine minier, c'est-à-dire dans l'attribution des contrats miniers, et puis surtout dans le domaine de la démocratie. Elle regrette la politique actuelle de la France, la politique de François Hollande qui sera à Bamako dans quelques heures, la politique africaine de François Hollande, et a été vertement critiquée au cours de ces 48 heures de contre-sommet à Bamako. Grosso modo, toutes ces ONG reprochent au président français d'avoir donné la priorité à la sécurité au détriment de la démocratie. Et vous allez l'entendre, une jeune activiste gabonaise, Laurence Ndong, ne mâche pas ses mots. Le quinquennat de François Hollande, pour nous, est négatif. Il n'a pas su prendre position. Il aurait pu, d'autant plus qu'il ne se représente pas. On avait espéré qu'il mettrait les pieds dans le plat et qu'il irait pour une fois du côté des peuples qui réclament la démocratie. La France, qui est le pays de la démocratie, qui se veut le pays des droits de l'homme, doit faire entendre sa voix pour que les droits des peuples soient respectés. François Hollande n'a pas su le faire. Il ne s'est exprimé sur aucune élection présidentielle en Afrique et les dictateurs sont toujours là. C'est un échec cuisant. Voilà pour ces propos recueillis par Georges Yazbek. En tout cas, le sommet en lui-même démarre ce vendredi à Bamako. Le Mali est en état d'urgence et cela se voit, Jean-Karim. Oui, tout à fait. Cela se voit dans les rues de Bamako. Il y a un dispositif, mais réellement impressionnant, qui a été mis en place. Plusieurs milliers de militaires sont déployés. Ils sont visibles dans la ville, sur toutes les grandes artères. Il y a aussi beaucoup de policiers, quasiment tous les 100 mètres. Ils sont postés là, à surveiller. Et puis, il y a également des forces qui, elles, sont beaucoup plus discrètes. Alors, au Mali, on parle d'une force antiterroriste qui a été mise en place. Donc vous voyez, les Maliens ont vraiment mis tous leurs arguments de leur côté pour essayer d'éviter un incident lors de ce sommet. Il faut dire que la situation sécuritaire dans le pays n'est pas bonne, tout le monde en convient. Alors certes, les grandes villes du Nord sont désormais sous le contrôle du gouvernement. Les groupes Et un petit problème technique depuis Bamako. On retrouvera Jean-Karim Fall. Voilà, Jean-Karim Fall qu'on retrouvera donc demain pour l'ouverture de ce sommet à Bamako. Dans l'actualité également, les suites de l'arrestation de Fortuné Bemba, ce journaliste congolais, directeur de publication du journal Thalassa. Il est soupçonné de connivence avec un ancien chef rebelle, le pasteur Toumbi. Fortuné Bemba a été interpellé mercredi. Écoutez son avocat à Brazzaville. Je crois que son interpellation n'a pas été faite conformément aux règles en vigueur. C'est une accusation grave qui, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est fondé, parce que la justice va suivre son cours normal.
Et toujours au Congo-Brazzaville, des nouvelles d'André Okombi Salissa. Cet opposant a été entendu à la Direction générale de surveillance du territoire. Une enquête a été ouverte contre lui pour détention d'armes et tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. L'inquiétude ce soir concerne ses proches. L'opposition affirme être sans nouvelles de 6 d'entre eux. Le 27 avril, cette date doit résonner dans la tête d'Hissène Habré. L'ancien dictateur tchadien connaîtra alors le verdict du tribunal spécial africain. Il sera définitif. Le procès qui se poursuit actuellement à Dakar. Les juges doivent déterminer si la procédure est conforme à la loi, ce que récusent les avocats d'Hissène Habré. Écoutez l'un d'eux au micro de Mathieu Milcan. Nous estimons qu'il n'y a pas eu de preuve. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous disions à la Chambre que s'il lui arrivait d'invalider le jugement et de devoir évoquer pour juger le fond, mais sur quoi elle se fonderait, puisqu'elle a déjà rejeté les demandes d'audition de certains témoins sur les dépositions desquelles elle pourrait se fonder. Voilà, je vous rappelle qu'Hissène Habré a été condamné à la perpétuité en première instance pour crimes de guerre notamment. Jusqu'où ira la grève des médecins au Kenya? Déjà 39 jours ce jeudi. Ils demandent l'application d'une convention collective qui prévoit une forte hausse de leur salaire. Le gouvernement semble avoir reculé sur ce point. Pire encore, il s'engage dans un bras de fer avec les médecins dont la grève a été jugée illégale. Et désormais, la justice s'en mêle. Reportage Bastien Reneuil. Les médecins sont venus en nombre soutenir les leaders de leur syndicat au tribunal de Nairobi. La pièce n'est pas assez grande pour accueillir toutes les blouses blanches. Dans les couloirs, ils sont plusieurs centaines à attendre le verdict, diffusé en direct sur leur téléphone portable. Ils utilisent tous les moyens possibles pour nous intimider. Par exemple, ce qu'ils pensent faire aujourd'hui avec ce procès, c'est intimider les docteurs. Ils menacent de nous renvoyer. Le gouvernement ne veut pas appliquer la convention collective des médecins, censée tripler le salaire de ceux qui sont le moins rémunérés. L'objectif de l'audience, casser la grève. Et la justice veut faire vite. Au moins 20 personnes sont déjà mortes faute de soins. Je vous condamne à 1 mois de prison avec sursis. La sentence pèse au-dessus de vos têtes et elle sera appliquée si vous ne stoppez pas cette grève d'ici 2 semaines. À la sortie du tribunal, c'est l'explosion de joie pour les médecins. De la prison avec sursis, cela va permettre à leurs leaders de continuer le mouvement social. Si demander à ce que l'on améliore le système de santé du pays est devenu un crime, alors nous, les docteurs, sommes prêts à être des criminels. Pour l'instant, difficile d'imaginer une fin au conflit dans 2 semaines. Ni le gouvernement ni les médecins ne veulent céder du terrain. Ces derniers affirment être prêts à risquer la prison pour obtenir l'application de leur convention collective. L'heure de la transition politique en Afrique du Sud, Jacob Zuma l'a confirmé, il ne sera pas candidat à un 3e mandat à la tête de l'ANC. Un retrait pas vraiment, car le président a semble-t-il choisi son dauphin. Alexandra Branjon à Johannesburg. Jacob Zuma a indiqué que l'ANC et le pays sont prêts pour avoir une femme présidente, qu'il y avait de nombreuses femmes à l'ANC qui font un très bon travail. Alors ça n'est pas une phrase anodine, puisqu'on sait que Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine, est candidate à la succession de Jacob Zuma. De plus, il y a quelques jours, la Ligue des femmes de l'ANC lui a officiellement apporté son soutien. Et donc, le chef de l'État, même s'il ne cite pas de nom, est perçu comme apportant un soutien implicite à Dlamini Zuma. Et puis, il y a le contexte également. En ce moment, l'ANC est très divisée. Il y a 2 grosses factions, celle qu'on appelle ici la Première Ligue, constituée des fidèles du chef de l'État, et ceux qui veulent une réforme de l'ANC, qui veulent s'écarter de la politique de patronage de Jacob Zuma. Et en ce moment, il y a une bataille féroce entre les 2 camps qui va s'intensifier plus on s'approche de l'élection du président de l'ANC fin décembre. Traditionnellement, le vice-président du parti devrait succéder à son président, mais là aussi, la phrase de Jacob Zuma suggère qu'il ne va pas endosser la candidature de Ramaphosa. Pourquoi est-ce que c'est important ici en Afrique du Sud ?
Tout simplement parce que Ramaphosa est vu comme plus progressiste, alors que Dlamini Zuma est perçu comme quelqu'un qui serait potentiellement une alliée du président Zuma, qui conserverait le statu quo actuel. Elle a le même réseau que son ex-mari, une alliée qui pourrait également le protéger son héritage politique, mais aussi le protéger de la justice, puisque je vous rappelle que Jacob Zuma a plusieurs affaires qui lui pendonnaient, notamment plus de 780 chefs d'inculpation pour fraude et corruption dans une vieille affaire de pot de vin. Au Gabon, à présent, la chute de Magloire Gambia. Il y a encore quelques années, il cumulait plusieurs ministères sous Ali Bongo. Aujourd'hui, il dort en prison. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics. D'autres anciens collaborateurs du pouvoir sont inquiétés. Étienne Goubou, par exemple, ancien ministre du pétrole, a été limogé lundi. Il aurait été entendu par la Direction générale des recherches, selon sa famille. Une opération main propre qui intervient 2 jours avant la Coupe d'Afrique des Nations. Nicolas Germain. À Libreville, à la plage comme ailleurs, on ne parle que de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tournoi débute samedi. 16 équipes africaines sont qualifiées. La CAN, je veux que ça se passe bien, que un petit moment d'allégresse, de joie. C'est le foot qui rapproche un peu les communautés. Le tournoi a lieu 6 mois après la réélection controversée d'Ali Bongo. Les observateurs de l'Union européenne avaient relevé des anomalies qui, selon eux, remettaient en question le résultat de l'élection. Plusieurs personnes avaient été tuées lors de violences post-électorales. Alors, cette semaine, certains syndicats appellent au boycott de la CAN. Cette deuxième CAN, en l'espace de 5 ans, ne se justifie pas sur le plan financier. Parce qu'elle se fait au détriment des infrastructures nécessaires et essentielles qui étaient prévues dans le secteur de la santé et de l'éducation. Les joueurs de l'équipe nationale se tiennent loin des polémiques et espèrent remporter une compétition qu'ils n'ont jamais gagnée jusqu'ici. Et ceux qui ont les yeux fixés sur cette équipe nationale puissent retourner chez eux ou qui sont à la maison puissent être contents. Et comme j'ai dit, on va donner le meilleur et on va tout faire pour que la fête soit belle. Dans le contexte politique actuel particulièrement tendu, les forces de sécurité seront déployées en nombre lors du tournoi. Et puis, bonne année aux Berbères. Ils fêtent en ce moment le nouvel an kabyle, Yenayer, qui marque le premier jour du calendrier agraire, utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères. L'occasion pour les familles de partager un bon repas traditionnel. Image ici de Blida en Algérie, avec ses marchés. On se quitte sur ces images tout de suite. C'est le journal de 22h, Aude Le Christ. Événement. Du 17 au 20 janvier se tient la 47e édition du Forum économique mondial de Davos. Dirigeants d'entreprises et responsables politiques ont 3 jours pour débattre des enjeux majeurs de 2017. Présidence Trump, ouverture du Brexit, crise des réfugiés, les thèmes ne manquent pas. Avec nos envoyés spéciaux, suivez tous les jours les débats sur l'économie de demain. L'actualité en direct de Davos, c'est sur France 24 et France24.com.